Vous allez pas le croire! Des scientifiques ont créé une cellule synthétique pour la toute première fois. Elle s'appelle Spud Cell. Et un jour, elle pourrait nous aider à réparer le corps, combattre le vieillissement et même vivre plus longtemps. Mais pour comprendre pourquoi cette petite gouttelette est si importante, il faut d'abord savoir ce qui fait qu'une cellule est une cellule. Regardez les arbres, les poissons, les vers. Tous les êtres vivants sont faits de minuscules briques appelées cellules. Et la plupart ont la même structure de base. Elles sont entourées d'une membrane plasmique. Elle agit comme les murs d'une maison, créant une frontière entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Ensuite, les cellules ont un cytoplasme. C'est en gros le liquide à l'intérieur de la cellule, rempli de petites structures qui font tout fonctionner. Donc, une membrane plasmique et du cytoplasme. Ce sont les deux choses que toutes les cellules ont en commun. À partir de là, elles se divisent en plein de types différents. Et certaines font des choses assez incroyables, comme manger et se reproduire. Pour ça, elles utilisent différentes parties. Par exemple, le noyau stocke l'ADN et contrôle la division cellulaire. Et le lysosome fonctionne un peu comme l'estomac de la cellule. Il utilise des enzymes digestives pour décomposer la nourriture, les déchets et tout ce dont la cellule n'a pas besoin. Les cellules ne vivent pas tout aussi longtemps. Certains types de globules blancs, par exemple, ne vivent que quelques heures. Les cellules de la peau durent quelques semaines et beaucoup de cellules du cerveau restent avec nous pendant des décennies. Mais tôt ou tard, chaque cellule atteint la fin de sa vie et la plupart sont remplacées. La grande question c'est, si notre corps peut remplacer les vieilles cellules par des nouvelles, pourquoi vieillit-on ? Eh bien, il s'avère que ce système de remplacement devient moins fiable avec le temps. En vieillissant, les processus qui aident les cellules à se renouveler fonctionnent moins bien qu'avant. Et une des raisons principales, ce sont les dommages à l'ADN. L'ADN contient les instructions qui disent aux cellules quoi faire. Mais avec le temps, ces instructions peuvent être endommagées. Au final, certaines cellules ne peuvent plus se diviser correctement. Et c'est une grande partie de ce qui cause le vieillissement. Bien sûr, vieillir est inévitable, mais créer une cellule artificielle pourrait nous aider à éviter certains des pires effets du vieillissement. Par exemple, ces cellules pourraient un jour aider à rajeunir des tissus existants ou réparer certains dommages à l'ADN liés à l'âge. À long terme, elles pourraient même aider à prévenir des problèmes de santé comme le diabète. C'est pour ça que créer des cellules en laboratoire est un objectif scientifique majeur. Mais comme vous le savez maintenant, les cellules sont complexes. En fabriquer une de zéro n'est vraiment pas simple. Surtout parce que toutes ces fonctions doivent travailler ensemble. Et c'est là que ça se complique. Une fonction peut avoir besoin d'une certaine quantité de magnésium, tandis qu'une autre peut exiger un niveau d'acidité précis, par exemple. Alors, au lieu d'essayer de construire une cellule vivante complète d'un coup, beaucoup de scientifiques se sont concentrés sur la reproduction d'une fonction à la fois, comme se nourrir ou se diviser. Et c'est là qu'arrive Spud Cell. La biologiste Kate Adamala et son équipe de l'Université du Minnesota affirment avoir créé la toute première cellule artificielle, capable de grandir et de se nourrir. Vous vous souvenez peut-être avoir entendu que des scientifiques avaient déjà créé une cellule artificielle avant. Et c'est vrai. En 2010, des chercheurs ont fabriqué de l'ADN en labo et l'ont placé dans une cellule bactérienne. L'ADN synthétique a alors démarré, pris le contrôle de la cellule et lui a permis de se reproduire. À l'époque, c'était considéré comme la première cellule artificielle au monde. Mais ce n'est pas vraiment la même chose que d'en créer une de zéro, non ? Ils avaient quand même besoin de cette cellule bactérienne pour que ça marche. Cette fois, c'est un peu différent, car les scientifiques disent que Spud Cell a été construite de zéro, mais elle repose encore sur ce qu'on appelle le système pur. C'est en gros un kit de labo fait de biomolécules, dont des protéines et des ribosomes. Ce sont les éléments nécessaires pour lire l'ADN, le convertir en ARN, puis utiliser cet ARN pour fabriquer des protéines. Les chercheurs ont donné à Spud Cell un tout petit génome, un petit jeu d'instructions génétiques. Dans ce génome,
Ils ont ajouté des gènes qui lui disent comment fabriquer des marqueurs moléculaires à sa surface. Ces marqueurs fonctionnent comme de petits points d'accroche. C'est important parce que de petites bulles, appelées vésicules nourricières, peuvent s'y attacher. Ces vésicules transportent des enzymes et d'autres molécules dont Spud Cell a besoin pour continuer à fonctionner. En quelque sorte, elles agissent comme de petits repas. Elles aident Spud Cell à grandir et à copier son génome. Ensuite, venait l'étape suivante, faire diviser Spud Cell. Pour cela, les chercheurs ont ajouté un autre marqueur de surface appelé FLAG. Ce marqueur peut se lier à une grosse molécule appelée streptavidine. Quand on ajoute assez de streptavidine, elle crée une force de répulsion entre les molécules à la surface de la gouttelette. Et quand cette force devient assez forte, elle peut séparer la gouttelette et la diviser en deux. Spud Cell n'est ni une plante ni un animal, c'est plutôt une bactérie très simple. Elle est composée d'environ 150 à 200 molécules, ce qui est bien plus simple qu'une cellule naturelle. Pour vous donner une idée, une vraie cellule biologique peut contenir des millions, voire des milliards de molécules. Au microscope, Spud Cell ressemble à une minuscule gouttelette d'eau. Mais elle est entourée d'une membrane graisseuse et remplie de substances chimiques, avec de petits fragments d'ADN portant 36 gènes. Donc, même si elle est simple, cette petite gouttelette peut fusionner avec d'autres, copier son génome et se diviser. Mais attention, Spud Cell est encore loin d'être une vraie cellule vivante. D'abord, son processus de division n'est pas du tout efficace. Pour que les cellules Spud se divisent plus d'une fois, les chercheurs ont dû les aider. Ils ont mécaniquement séparé les gouttelettes en les poussant à travers une membrane percée de minuscules trous. Et après avoir répété ça plusieurs fois, ils ont trouvé un autre problème. Quand les cellules Spud se divisent, les génomes copiés ne se répartissent pas toujours de manière égale. Après 5 cycles de division, seulement environ 30% des cellules Spud avaient encore le génome complet. Et c'est un gros problème. Un autre souci, c'est le ribosome, cette structure complexe qui fabrique les protéines dans la cellule. Dans Spud Cell, les ribosomes se dégradent avec le temps, mais le système n'a aucun moyen d'en fabriquer de nouveaux, ni d'éliminer les anciens endommagés. Donc, Spud Cell n'a toujours pas une des capacités clés du vivant, la capacité de se maintenir en fonctionnement et d'évoluer par elle-même. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques savent exactement de quoi Spud Cell est faite. Ça rend plus facile de l'ajuster, l'améliorer et peut-être un jour en faire quelque chose de bien plus avancé. D'ailleurs, la première expérience de suivi a déjà eu lieu. Les chercheurs ont ajouté une mutation génétique à certaines cellules Spud qui leur permettait de capter plus de vésicules nourricières, donc plus de nourriture, et de grandir plus vite. Et ça a marché. Après 5 cycles de croissance et de division, environ 60% des génomes portaient la mutation. Mais ce n'était toujours pas de l'évolution spontanée, pas au sens darwinien. Les chercheurs ont ajouté la mutation eux-mêmes et ils devaient encore diviser les cellules mécaniquement. Donc non, on ne peut toujours pas vraiment appeler Spud Cell une forme de vie artificielle. Vous vous demandez peut-être, alors pourquoi tout ça est important? Eh bien, comme je l'ai dit, les cellules synthétiques pourraient un jour nous épargner les pires effets du vieillissement. Mais ce type de recherche pourrait aussi être utile de plein d'autres façons. Les cellules de labo pourraient un jour être conçues pour capturer le carbone, c'est-à-dire extraire le dioxyde de carbone de l'air ou des émissions industrielles. Ces cellules synthétiques pourraient aussi un jour servir à fabriquer des matériaux utiles, comme des carburants, des plastiques ou des produits chimiques du quotidien. À l'avenir, elles pourraient même nous aider à produire de la nourriture. On est encore loin de voir ces résultats dans la vraie vie, mais c'est quand même un premier pas important. C'est ce qui se rapproche le plus d'une vraie cellule jamais construite par des scientifiques. Et à long terme, ça pourrait ouvrir la porte à des choses qu'on imagine à peine aujourd'hui.